Réunis à grands frais, la flotte d'Antoine et Cléopâtre compte 500 vaisseaux de guerre et 300 vaisseaux cargo. Cette flotte imposante embarque une part du trésor d'Égypte destinée à financer la guerre, mais aussi 75 000 légionnaires, 25 000 soldats auxiliaires et 12 000 cavaliers. Avec les rameurs et marins, ce sont près de 500 000 hommes qui prennent la mer. Mais le mauvais temps ruine le projet de débarquement d'Antoine et Cléopâtre. Antoine décide alors de replier l'ensemble de ses vaisseaux en Grèce, dans la baie d'Actium, un lieu adapté à l'hibernation. Un vaste plan d'eau doté d'un port est relié à la mer par un étroit goulet aisément défendable. Antoine installe son camp, rassemblant déjà une vaste armée sur le promontoire d'Actium, dans la partie plate au sud du goulet. Le lieu est désolé, difficile d'accès, marécageux, pauvre en eau potable, mais à proximité du port. Il a déjà combattu dans des plaines et connu des difficultés de ravitaillement. Il est en mesure d'apprécier l'atout que constitue une ville derrière soi, capable de nourrir ses troupes nombreuses. La plaine d'Actium, quant à elle, pourra accueillir le combat. Antoine dispose d'une infanterie supérieure à celle de son adversaire. Les besoins du camp d'Antoine en ravitaillement sont énormes. L'essentiel s'en faisant par mer, 2 îles sont vitales dans ce dispositif, Corfou et Modon, autrefois Corcyre et Métone. La survie du camp d'Antoine en dépend. Agrippa wagen wicket, bokum maolorum wagen kipit. Quipe Antonius et sumore commodus est, et perrutilem socium perdidit. Dei nobis favent. Itaque signa inferre tempus est. Octavien met voile au nord de la Grèce, direction Panormos, puis Corcyre, dont il s'empare pour attaquer leurs adversaires en tenaille, puisque Métone est déjà passé sous le contrôle d'Agrippa. Depuis cette base arrière, Agrippa coupe la route aux navires marchands qui tentent encore de ravitailler le camp d'Antoine et Cléopâtre. Bientôt, c'est Patras, le plus grand port de Grèce, qui tombe, suivi de Leucade. Antoine, qui a réuni toutes ses troupes et a déplacé son armée vers le nord, d'assiégeants se retrouve à un certain moment assiégés. C'est-à-dire qu'ils sont encerclés sur terre et mer par les troupes de l'adversaire. Octavien boucle le dispositif d'enfermement de ses ennemis en installant son camp sur un promontoire au nord de la baie. De là, il peut à la fois accéder facilement à la mer et surveiller tous les mouvements maritimes et terrestres des troupes d'Antoine et Cléopâtre. À mesure que l'été avance, la situation est de plus en plus mauvaise. Les chaleurs sont arrivées, l'approvisionnement en eau est toujours aussi aléatoire et l'eau est toujours aussi imbuvable. Les moustiques ont fait évidemment leur apparition, la malaria sévit dans le camp, l'approvisionnement est de plus en plus difficile. Le blocus exercé par Agrippa depuis les 3 positions qu'il a conquises, c'est-à-dire Modon, Patras et Leucade, l'autorise à intercepter toutes les communications maritimes d'Antoine avec la Méditerranée orientale et lui interdit tout ravitaillement par mer. Le camp d'Antoine ne sera désormais approvisionné que par voie terrestre à travers les montagnes d'Acarnanie et de l'Étolie. L'acheminement des victuailles est limité à l'indispensable. La voie est aussi lente que dangereuse. Le moral, évidemment, des soldats s'en ressent et par-dessus le marché, il y a des doutes de plus en plus prégnants qui commencent à saisir l'esprit des soldats sur le bien fondé et la légitimité du combat qu'ils mènent. Imperator, non nullos vinides appleandimus, ad Octavianum transfugentes. Alios etiam. Regio expedita!
Genoa flecken! In onum bellum judicum, in preditores datur! Ce ne sont pas seulement les simples soldats qui quittent Antoine. Il perd aussi des généraux et des princes orientaux qui s'étaient ralliés à lui. Et la sévérité des sanctions n'y change rien. De désertion en trahison, la situation devient chaque jour plus critique. Le temps n'est plus maintenant à la temporisation, mais à l'action. Pugnam pedestrem in Macedoniam commovere praestat, cuia exercitus nostri sine dubio superiores sunt. Sed quid nisi ab exercitibus defendi possint de classibus nostris, quas osti trademus? Rem colgitur sum, cum noctis consilio. Mari pugnare maloc popus vaelamus, patam multi naves nobis sint, tam superiores nostra. Ut post navalem victoriam, etiam pedites costes contemnamus. Et animus citis in classibus nostris exitus belli inest. Cur imperator, aequonera, gladiaium contendis, cur in maris axibus pem collocas. Le choix d'une bataille navale a souvent été remis en cause. Antoine excellait à terre, mais la mer n'était pas son point fort, surtout face à l'excellent stratège naval qu'était Agrippa. Les historiens antiques voient encore dans ce choix l'influence maléfique de Cléopâtre. Elle aurait dicté sa volonté à la faveur de la nuit à Antoine, animé par le désir d'illustrer la grandeur de l'Égypte au combat en usant de sa flotte imposante. En réalité, Antoine et Cléopâtre ont élaboré un plan d'ensemble. La bataille navale en est une des composantes. L'idée poursuivie est d'embarquer l'essentiel des troupes et de laisser quelques garnisons à terre défendre les points stratégiques, puis de forcer le blocus et rentrer en Égypte sous le commandement d'Antoine. De là, il s'agit d'organiser une grande bataille terrestre ultérieure en rassemblant les 7 légions intactes d'Antoine, laissées en Syrie et en Cyrénaïque. En premier lieu, il doit repousser vers le large la flotte d'Agrippa, faire diversion et permettre à l'escadre royale de Cléopâtre de s'enfuir avec le trésor. Dans un deuxième temps, il devra la rejoindre et donner le signal au reste de sa flotte de lui emboîter le pas. Ensemble, ils auront à rejoindre le sud de la Grèce, puis Alexandrie. Les forces terrestres présentes à Actium, qui n'auront pu embarquer, marcheront pour les retrouver. Ce plan n'était pas absurde. Attendre, c'était perdre. Se replier, c'était reconnaître l'échec sans l'honneur du combat et augmenter les défections déjà nombreuses. Le combat naval était la solution. Une solution qui réclame de ne conserver que les vaisseaux de combat et sacrifie tous les autres vaisseaux cargo. Seuls 230 navires sur les 500 du début sont armés convenablement. Les autres disparaissent dans les flammes pendant que le trésor de guerre gagne les galères de Cléopâtre et que les voiles, mâts et gréements sont embarqués en secret. Là, ce qui est surprenant et qui a dû évidemment attirer l'attention, peut-être pas des soldats parce qu'ils connaissent pas grand-chose à la marine, mais en tout cas des équipages, c'est qu'on a laissé à bord les agrès prêts à être, et les voiles prêts à être dressés, ce qui signifie que Antoine, évidemment, avait l'intention de les hisser pour s'enfuir, mais ça signifiait effectivement que c'était un plan parfaitement organisé et prémédité.
Il est temps pour Antoine et Cléopâtre de prendre la mer. Après 13 ans de vie commune, ils doivent se séparer un instant, le temps de se battre pour leur rêve oriental. Une vision d'avenir qui changera à jamais le monde de la Méditerranée. Elle y rend prêt à défier Octavien. Immensa multitudo estis milites Romanorum virrum robr sociorum flos. Suo enim quisque modo pugnare solet. Corpora autem tantum exercuistis ut omnia terrore implerentis. Res omnius nota es Octavianum per imbecilum esse. Neque terra, neque mari ulam insigniem victoriam tulisse. Quae isplerumque es fideligentus separaverunt. Siqua vis hostis es, in legionibus auxilisque pedis tribus invenire potest. Ad naves eorum, adversus nostras, fe maxime sunt, proveci non poterunt. Antoine commande ses 3 escadres, et en particulier l'aile droite qui fait face à Agrippa, le plus redoutable de ses adversaires en mer, tandis que Sosius, à gauche, est prêt à affronter l'escadre d'Octavien, et que les 2 centres se toisent. La reine est derrière eux, en retrait, au centre avec ses 60 vaisseaux. À cette époque, un combat en mer ressemblait à un combat terrestre. Une quinquérème ou une heptère s'assiège telle une place fortifiée. Les vaisseaux ressemblent à des forteresses flottantes et s'affrontent en ligne au son de trompettes. Le but est de charger l'ennemi de travers, si possible, et d'éventrer sa coque à l'aide de l'éperon de bronze, le rostre, se retirer et laisser la voie d'eau couler le navire. Ou au moins immobiliser l'adversaire, puis procéder à l'abordage. Évidemment, puisqu'il a embarqué les agrès et les voiles, ça signifie que la réussite du plan d'Antoine dépend essentiellement de la présence de vent. Et le vent, en cette saison, est un vent qui prend l'Adriatique depuis le nord et qui va lui permettre de prendre le large. Sauf que, ce jour-là, le vent tarde à se lever. En alignant 400 vaisseaux face aux 170 d'Antoine, Octavien a l'avantage du nombre, dans un rapport de 1 contre 3. Pourtant, toute la matinée, les 2 flottes se font face. Personne ne prend d'initiative. Terribile visu, Caesar. Antoni classis est. Nolitea autem existimare. Maximas naues cum altissimis moeniis, virtutem vestram exequare posse. Quodis autem nauis, ipsa unquam aliquem vulneravit vel interfixit. Nam eorum naues, postquam defixierunt. Rostris effringae, aut tormentis examare, aut dignitilisque inflammatis urre. Nobis, facile erit. Non opus erit. Coniam et nobis partes, validores sunt. Et isti feminae consilio utuntur. Vers midi, le vent se lève enfin. Antoine ordonne alors à son aile gauche, commandée par Sosius, de faire mouvement. Les rames entrent en action et les géants de bois s'élancent à la rencontre de leurs adversaires.
Octavien, qui ne commande pas personnellement, mais assiste à la bataille depuis le promontoire d'Actium, voit son escadre faire marche arrière. À l'autre extrémité, l'escadre commandée par Agrippa semble elle aussi refuser le combat, en reculant à toute rame. Pour Antoine, la retraite d'Agrippa est de bon augure. Jusqu'ici, tout est conforme à son plan. Faire reculer les adversaires pour ouvrir la voie de la haute mer à Cléopâtre. Mais Publicola, qui soutient l'aile droite d'Antoine, ne résiste pas à la tentation. En dépit des ordres, resté serré, il prend l'initiative de poursuivre Agrippa, qui paraît prendre la fuite. Agrippa stoppe soudain ses vaisseaux et fait inverser le sens des rames. Publicola l'a cru en fuite, mais la méprise est cruelle. Agrippa se révèle attaquant. Antoine a désormais toutes les raisons d'être inquiet. Le choc entre les deux flottes est inévitable. Le piège tendu par Agrippa se referme. Toute retraite devient impossible. En dépit du secret dont Antoine et Cléopâtre ont entouré leur projet, l'ultime trahison d'un proche, la veille du jour J, a révélé leurs intentions à Octavien. La flotte d'Antoine paraît bel et bien piégée. Et Octavien décide de rejoindre une bataille dans laquelle, malgré l'ardeur des combattants, aucune action n'est encore décisive, ni d'un côté, ni de l'autre. Depuis son vaisseau, Cléopâtre a pu voir que le tour pris par les événements ne correspond plus à leur projet. Pourtant, elle réagit avec cran. Elle ne craint pas l'affrontement et poursuit le plan initial, forcer le blocus. Alors qu'alentour la bataille fait rage et qu'Octavien est bien décidé à faire main basse sur le trésor de Cléopâtre, la reine d'Égypte et ses 60 vaisseaux fendent le champ de bataille et réussissent à gagner la haute mer. Antoine décroche aussitôt et part dans son sillage en ordonnant à ses proches vaisseaux de le suivre. Avec Antoine et Cléopâtre, ce sont 120 navires qui se sont échappés, privant Octavien d'une véritable victoire. Ignes inferte.
come sconficchiamos. Ulcéré par la fuite de ses ennemis, Octavien est maintenant pressé d'en finir. Il ordonne à Agrippa d'incendier les vaisseaux d'Antoine qui sont encore bloqués. L'usage du feu est peu glorieux, les prises de guerre seront moindres, mais le résultat assuré. Antoine se désespère de la tragédie qui se joue sous ses yeux. Ses vaisseaux accrochés meurent dans les flammes et sombrent dans les profondeurs des flots. L'aile commandée par Sosius est irrémédiablement bloquée, une position qui détruit l'espoir d'être rejoint et résout Antoine à partir. 40 vaisseaux coulent ou sont incendiés et 12 000 hommes, soldats, marins et rameurs laissent leur vie dans les eaux d'Actium. Octavien, en négociateur hors pair, exploite la prétendue fuite d'Antoine et Cléopâtre. Il obtient la reddition de l'armée terrestre d'Antoine 8 jours après. Octavien se tient aux portes d'Alexandrie. L'annexion est imminente. Antoine, privé d'espoir de revanche, a renoncé à la compagnie des hommes. Cléopâtre, elle, entreaperçoit la tristesse du destin qui l'attend. Être le plus bel ornement du triomphe d'Octavien à Rome, exhibé aux yeux de la foule, essuyer ses insultes et ses crachats, enchaîné comme une esclave. Pour décourager toute représaille à son encontre, Cléopâtre fait répandre dans Alexandrie une fausse nouvelle, celle de sa mort. Mais c'est hélas Antoine qui l'apprend et va croire la nouvelle vraie. Terrassé par l'infortune, par la perte du seul être qui lui faisait encore aimer la vie, Antoine met fin à ses jours. Octavien apprend que Cléopâtre ne se nourrit que du désespoir d'avoir causé la mort de son amant et sombre dans la maladie. Sur la tombe d'Antoine, elle confie « On veut m'arracher d'auprès de toi. Tant que nous avons vécu, rien n'a pu nous séparer l'un de l'autre. Cache-moi dans cette terre avec toi. Laisse-moi partager ta tombe. Des maux innombrables qui m'accablent, le plus grand, le plus affreux pour moi, a été ce peu de temps où j'ai vécu sans toi. » Cléopâtre s'empoisonne, un choix délibéré qui la délivre de la vie. Octavien fait exécuter Césarion, le fils de Cléopâtre et de César. Il n'a plus aucun rival. Unis pour l'éternité, Antoine et Cléopâtre resteront à jamais des esprits libres, emportant dans la tombe leur rêve d'un grand Orient unifié par la culture grecque. Sous la direction d'Octavien, le monde de la Méditerranée deviendra occidental et romain, quand il faillit être oriental et grec. Le petit jeune homme adopté avait fait du chemin, il le savait. Il ne pouvait y avoir qu'un seul César.